Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Place au débat. Nous allons parler d'économie ce soir. 2017, année déclarée, celle de la sous-traitance en Algérie. Nous allons parler avec tous ceux qui sont concernés par la sous-traitance, les entreprises, leurs représentants. On dit que c'est le moteur du développement. Maintenant, place au débat. Bienvenue donc à tous pour ce nouveau numéro de Place au débat. Le plateau est économique ce soir et pour cause. Eh bien, le 3 avril, lundi, va commencer en Algérie le Salon national inversé de la sous-traitance. C'est la 4e édition. Il aura lieu au Palais des Expositions. Comme chaque année, des centaines d'exposants, des milliers de professionnels viennent le visiter. C'est le plus grand rendez-vous économique et commercial de la sous-traitance en Algérie et tous les participants à ce plateau y prendront part à partir de ce lundi. Je souhaite donc la bienvenue à nos invités. Bonsoir Riyad Zerilet. Vous êtes conseiller technique auprès du directeur général de Beaumarc Compagnie. Avec nous également Chafia Abid, vous êtes directrice de la communication de la CEAL. Bonsoir également à M. Abdelhamid Temmim, vous êtes directeur général Polycat Caoutchouc, et Rachid Saï, vous êtes directeur du développement de l'entreprise auprès de la CACI, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. 2017 a été donc déclaré officiellement année de la sous-traitance en Algérie. Quand on déclare 2017 année de la sous-traitance, et nous reviendrons bien sûr sur la conférence qui a eu lieu lundi dernier au Forum El Moudjahed, est-ce que ça veut dire que encore une fois aujourd'hui, les autorités ne prennent pas assez en charge le domaine de la sous-traitance en Algérie? Qui veut être le premier à prendre la parole? Encore une fois, je suppose l'autorité met un pas en avant pour développer la sous-traitance en Algérie. 2017 est déclarée année de la sous-traitance. L'année 2017 est déclarée année de la sous-traitance par monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines, qui l'a déclarée comme année de la sous-traitance. Preuve en est, c'est qu'il y a tout un arsenal juridique qui vient renforcer un peu cette thématique, cette sous-traitance, à travers donc la loi de finances de 2017, dans son article 110, qui a consacré donc toute une disposition pour la sous-traitance. Il y a la nouvelle loi d'orientation sur la PME, qui a également consacré tout un chapitre sur la sous-traitance. Il y a également le Code des marchés publics, qui a consacré toute une partie encourageant les opérateurs activant dans la sous-traitance. Ils sont exonérés de droits de douane et TVA. Mais quand on parle avec les experts, on nous dit toujours que la sous-traitance en Algérie n'est pas assez développée. Le chiffre déjà effarant, seuls 10% des entreprises actives dans la sous-traitance en Algérie. Est-ce que vous êtes confronté à des difficultés aujourd'hui, M. Zerilet, quand on parle de Beaumarc Compagnie, par exemple? Bon, quand on parle de Beaumarc Compagnie, on a commencé en 2001 et nous avons toujours eu la vision de développer la sous-traitance. Donc, nous avons eu des expériences auparavant. Nous avons même participé à des salons à l'international, notamment à Paris ou autres, justement pour activer dans le domaine de la sous-traitance. Nous avons parvenu finalement en 2013. Nous sommes déjà sous-traitants pour LG, Algérie. Nous fabriquons ces produits ici en Algérie avec un taux d'intégration de 54%. 54%, vous aviez commencé à quel taux d'intégration? Nous avons commencé avec un taux de 19%, 19% pour nos produits, mais là maintenant pour nos produits et les produits LG, on fait la même chose, c'est du 54%. Et en plus de cela, on fait de la sous-traitance même à l'international à travers un client en Grèce. C'est un produit, c'est toujours dans la partie téléviseur. Donc, on fait de l'export et en même temps de la sous-traitance. Donc, il y a certains problèmes qu'on rencontre, ça c'est sûr. Mais je pense que, vu la nouvelle loi de finances et l'article 117 notamment, donc normalement, ça va se développer. Monsieur Temmim, vous aviez parlé de difficultés. Est-ce que la nouvelle loi, alors les difficultés, est-ce que la loi, selon vous, va essayer de remédier ou est-ce que ce n'est qu'une loi, que des textes? Je vous dirais qu'effectivement, quand on voit les lois qui sont dictées, et leur mise en application sur le terrain, c'est carrément différent. Parce que nous, on est sur le terrain, on vit énormément de difficultés. Et les décideurs au niveau central
il y a des efforts qui sont faits, mais quand on arrive à l'exécution, eh ben, on a des contraintes. Je vous dirais que moi, je suis dans une zone assez retirée au niveau de la wilaya Tizi Ouzou à Draï Mizan. Et quand on voit les difficultés d'abord pour l'exploitation, c'est pas gagné. Hein. Mais malgré ça, on essaye quand même d'aller loin. Et je crois que le poumon d'une industrie, c'est la PMI-PME. Absolument. Et nous allons revenir pour parler de la PME. D'abord, on va parler de ce salon du 3 au 6 avril, salon national inversé de la sous-traitance. Pourquoi salon national inversé? Vous permettez, oui. Je voudrais d'abord expliquer le concept de salon inversé. Oui, c'est quoi salon Donc, inversé? dans un salon classique, c'est les vendeurs qui viennent exposer leurs produits qu'ils fabriquent ou leurs services. Et les acheteurs viendront en visiteurs. Là, c'est l'inverse qui se produit. Donc, c'est les acheteurs, c'est la commande, si vous voulez. C'est les donneurs d'ordre qui viennent exposer. Et les visiteurs, c'est des sous-traitants industriels donc, qui fabriquent des pièces, des composants, des intrants, qui viendront découvrir un peu les donneurs d'ordre. Donc, les visiteurs vont venir découvrir la demande qui est là, qui expose. Et donc, nous, l'objectif de ce salon, c'est de les faire rencontrer donc, entre donneurs d'ordre et receveurs d'ordre. C'est pour faire connaître aussi le potentiel des capacités existantes locales. C'est pour également substituer la production locale aux importations. Et c'est pour accroître également le taux d'intégration. Parce que quand tout à l'heure, monsieur le représentant de Bomar a parlé donc, du montage, etc., mais quand on fait du montage et on continue à importer uniquement de la pièce et on fait le montage, le taux d'intégration n'est pas là. Il faudra, quand on fait de la sous-traitance, fatalement, le taux d'intégration doit suivre. Non, on ne fait pas uniquement du montage. Parce que quand on fabrique une pièce locale, c'est de la sous-traitance. On fait de la fabrication, ce n'est pas du montage. Le montage, c'est juste des opérations simples. Mais nous, on fait de la fabrication. On a des lignes de production pour la fabrication. Je reviens juste par rapport au salon. Nous, par exemple, on trouve l'idée très intéressante parce qu'on participe sur 2 volets. Autant qu'exposant, parce que déjà, nous avons besoin de sous-traitants algériens pour nos produits, pour certains articles de nos produits, parce que pour l'instant, on ne fabrique ici en Algérie que la partie accessoire dans notre industrie électronique. Et nous allons participer en tant que visiteurs parce que nous avons constaté qu'il y a certaines entreprises qui peuvent nous intéresser pour faire justement de la sous-traitance pour eux. En ce qui concerne CEAL, je tiens à le dire, nous on intervient sur 2 créneaux d'activité très stratégiques. C'est l'eau. Dans ce salon, de manière générale. Voilà, c'est l'eau et l'eau et l'assainissement. Donc, les 2 activités nécessitent de la sous-traitance sur certaines activités, 2 types de sous-traitance, la sous-traitance industrielle qui reste faible malheureusement en Algérie et la sous-traitance de prestations d'une manière globale. Donc, on a enregistré en 2016 7,6 milliards de dinars, soit environ 38% de la sous-traitance, d'où la nécessité d'aller à ces rencontres pour justement voir l'offre algérienne. Je rebondis sur le salon. Nous sommes à la 4e édition, la participation en tant qu'exposant cette fois-ci. Pourquoi on y va pour exposer? Pour la simple raison que nous avions aujourd'hui un problème de sourcing. Donc, nous n'avons pas une connaissance approfondie de l'offre du marché local. Ça, c'est le premier point. Et ce salon, ça sera une occasion de présenter notre stratégie de l'achat responsable qui se fonde sur 2 axes stratégiques. Le modèle collaboratif, c'est-à-dire comment aller vers un partenariat stratégique avec les sous-traitants dans une espèce de dialogue entre parties prenantes. Et le deuxième, solidaire. Comment créer un tissu solidaire où le sous-traitant doit jouer un rôle primordial. Vous avez beaucoup de sous-traitants à la CEAL? Je peux vous donner le chiffre de grandeur puisqu'on agit sur Alger, Tipaza et Taxep. Nous avons dans l'année 3000 contractants. Vous avez le taux de 38% d'activité en sous-traitance. Comme je vous dis, il y a la sous-traitance industrielle en ce qui concerne tout ce qui est les stations de traitement, les stations de pompage et également les forages. Nous avons également un deuxième type, c'est les prestations, tout ce qui est maintien du réseau, l'entretien du réseau. Et puis, dans cette panoplie, vous avez une diversité d'entreprises, entre les entreprises publiques, les PME, PMI, et sans oublier les micro-entreprises qui vont rejoindre le marché et qui doivent avoir leur place dans l'économie nationale.
Alors, qui dit sous-traitance dit PME. Est-ce qu'aujourd'hui, ce salon est surtout celui des petites et moyennes entreprises ou est-ce qu'il y a de grandes entreprises comme vous, Bomar, qui êtes présents? Est-ce que c'est aussi le salon des PME? Non, les grands donneurs d'ordre qui exposent, c'est les grandes entreprises qui expriment des besoins en termes de sous-traitance. Et bien sûr, la sous-traitance, il faut l'avoir également à travers les toutes petites PME. C'est des petites PME qui font beaucoup de choses. On a les accompagner. Oui, il faudra les accompagner et les mettre à niveau. C'est important. Mettre à niveau les PME? Ouais. C'est une difficulté. C'est une difficulté et d'ailleurs, si on parle de la gestion de la connaissance, c'est une véritable difficulté. Aujourd'hui, les entreprises telles que la nôtre, par exemple, nous sommes face à une difficulté et des freins pour booster cette PME dans le bon sens par rapport au niveau d'exigence de l'entreprise. Je peux vous en citer quelques freins. Par exemple, aujourd'hui, le tissu de la sous-traitance reste très pauvre en termes de certaines spécialités de pointe. Par exemple, si je vous cite l'automatisme, et nous, pour piloter les installations en temps réel, on doit se lancer dans ces nouveaux métiers naissants. Alors qu'en Europe, par exemple, il y a des start-up qui étaient accompagnés sur tous les métiers liés à l'informatique, au réseau, aux bases de données. Aujourd'hui, le marché, qu'est-ce qu'il offre dans cela? Il offre plus de vendeurs de matériel que d'intégrateurs qualifiés. Ça, c'est un véritable sujet. Le deuxième véritable sujet, c'est la normalisation. Comment travailler par les normes, qualité, normalisée, c'est très important. Et parce qu'aujourd'hui, pour booster une PME, pour qu'elle se positionne sur le marché local, il faudrait qu'il y ait également une vision de long terme, une vision moyen terme et vision de long terme. Également un problème de management, notamment le pilotage des projets pour certaines PME. Monsieur Temim, on peut dire que vous êtes une PME, on peut dire que c'est une petite et moyenne entreprise qui vit des difficultés. En quoi ce salon peut être utile pour une entreprise comme Polycat Caoutchouc? Je vous dirais qu'on a eu déjà effectivement à participer à des salons inversés de sous-traitance en tant que visiteurs, parce qu'en tant que nous preneurs d'ordre et eux donneurs d'ordre. Mais c'est que le seul bémol, probablement maintenant, il y a un niveau de conscience élevé qui fait que les gens vont être réceptifs à faire participer les PME, PMI chez nous en Algérie. Parce qu'il y a encore des réticences au niveau de certaines grosses entreprises. Oui. Tout à l'heure, je discutais avec madame, relatif effectivement à notre spécialité de la jointure. Je lui ai dit, la jointure pour l'eau, elle est normalisée. Tout à l'heure, elle parle de normalisation, c'est tout à fait normal. Mais c'est que nous, le drame chez nous, c'est qu'il n'y a pas un répertoire. Il y a effectivement des micro-entreprises. Tant mieux, il y a une naissance. Mais il faudrait les canaliser et pouvoir les professionnaliser. Bon, nous, on est parti sur un programme de mise à niveau avec un programme MEDA 1 et 2. On va aller vers une certification ISO qui nous exige ça pour aller de l'avant. Et ça nous permet éventuellement d'avancer. Mais par contre, effectivement, il y a certaines entreprises donneurs d'ordre dans ce salon où quand on leur demande s'ils ont un cahier de charge, malheureusement, ils ne disposent pas de cahier de charge parce qu'ils ont eu tout le temps cette habitude d'acheter de l'extérieur et un fournisseur étranger ne vous donnera jamais ses spécifications techniques. Alors, le seul moyen, c'est de pouvoir éventuellement, et comme vous l'avez dit, madame, effectivement, c'est d'aller et trouver la bonne solution pour pouvoir maîtriser tout ça. Et donc, changer également la nature de relation entre le sous-traitant et l'entreprise. Oui, oui. Devenir un partenaire. Ah, oui. En parlant de fournisseurs étrangers, moi, je voudrais rappeler que ce salon est exclusivement réservé aux nationaux. Aucune présence étrangère n'est admise, ni en qualité d'exposant, ni en qualité de visiteur. Pourquoi? Parce que si vous permettez à un étranger de pénétrer dans ce salon, il va ramasser la commande et on continue à importer. Donc on n'a pas réglé le problème. Donc c'est un espace où les donneurs d'ordre nationaux et les receveurs d'ordre nationaux vont se rencontrer pour travailler ensemble et découvrir quelles sont les capacités dont disposent les receveurs d'ordre. Et les donneurs d'ordre vont découvrir les capacités industrielles installées. Objectif, éviter l'importation. Objectif, c'est pour réduire la facture d'importation. Les besoins, ils tournent autour de 25 milliards de dollars an. Donc, si on va booster la sous-traitance, si on arrive à réduire de 5 milliards de dollars, c'est déjà quelque chose. Alors, vous parlez dans le dernier numéro de votre magazine, donc je le présente, c'est Mutations, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est la revue trimestrielle de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie qui existe depuis maintenant 22 ans. Et donc, vous parlez de la sous-traitance dans le tissu industriel national. Est-ce qu'on pense toujours à l'industrie
l'industrie, c'est le premier domaine où on doit développer la sous-traitance? Parce que quand on parle de tissu industriel, on pense automatiquement que les PME ne sont pas tout de suite concernées. Il y a beaucoup à faire. Au contraire, on est concernés. Tout à fait. Il y a On beaucoup est à les faire. premiers concernés. Oui. Comment ne pas être concerné par le développement du tissu industriel? Nous, par exemple, en tant qu'opérateur économique, on aimerait bien avoir plusieurs sous-traitants pour justement réduire la facture d'importation. Il y a justement, selon les chiffres dont on dispose, il y a aujourd'hui à peu près 900 000 entreprises qui sont dans l'industrie. Et sur les 900 000, il y a à peu près 9 000 entreprises qui font de la sous-traitance industrielle. Donc c'est à peu près 10%. Vous voyez, donc il y a beaucoup à faire. C'est pas énorme. beaucoup. Mais Ouais, sur ouais. certains secteurs Donc il y a beaucoup à faire. c'est peu. Hein. Et justement, à travers l'organisation de ce SANIST, si on tire un bilan lors des 3 éditions précédentes, on a remarqué qu'il y a eu une baisse quelque peu sensible des importations selon les statistiques douanières. Donc c'est un salon qui promet, nous sommes à la 4e édition, je pense que crescendo, on va arriver à des résultats meilleurs. Moi, je me demande pourquoi se limiter aux industriels algériens. Pourquoi justement algériens? Parce que en 2013-2014, nous avons été audités par EADS, c'est le groupe Airbus, justement, voilà, pour la fabrication de cartes électroniques. Pourquoi ne pas ramener ces groupes-là et les laisser voir constater nos potentialités ici en Algérie pour non, c'est un salon exclusivement réservé aux nationaux. Aucune présence étrangère n'est admise, sinon on passera à côté de l'objectif. Mais c'est assez strict. Hein. C'est assez strict. Est-ce parce que est-ce qu'on ne ferme pas la porte au développement aussi d'une certaine sous-traitance en Algérie en partenariat avec les étrangers? S'il y a des entreprises qui se créent en joint venture de droit algérien, ils sont admises. Je parle des entreprises étrangères. Non, mais ça serait intéressant également de s'ouvrir un peu. L'idée derrière, c'est de gérer la connaissance aujourd'hui, ce que le savoir-faire, ce que nous ne disposons pas, de se mettre, d'échanger les bonnes pratiques. Je pense que c'est une bonne solution. Parce que le développement, notamment le développement industriel, ça va du développement humain et développement économique. Donc les entreprises ne vont pas vers la sous-traitance juste pour sous-traiter, mais il faut qu'ils s'inscrivent dans une performance économique. Donc s'il n'y a pas cette performance économique, on ne peut pas parler de la sous-traitance. Parlons de la sous-traitance industrielle qui reste très faible chez nous, parce que sous-traitance industrielle veut dire déperdition de la devise, dire également un taux élevé de l'importation, ce qui veut dire qu'il faudrait se mettre autour d'une table et d'échanger autour de ce sujet, comment on peut booster. Comme je vous ai dit, il y a un problème de sourcing et de connaissance des PME et PMI. Parce que le besoin d'accompagnement, c'est un besoin réel. Et l'accompagnement devrait se faire avec le savoir-faire. Monsieur Zeridet, en tant que partenaire avec des compagnies et des multinationales internationales, ça vous dérange que ce salon soit exclusivement national? Non, ça ne nous dérange pas. Mais on aurait aimé que les multinationales, les grosses entreprises viennent pour voir justement ce que peuvent faire les Algériens. Je vais vous donner un exemple. On parle de connaissances et on parle de développement de connaissances des entreprises. Nous, on avait une démarche qualité depuis 2009. On est certifié ISO depuis 2011. Et c'est ce qui nous a permis d'accéder au marché international. En plus, à travers notre partenariat avec LG, je dis bien partenariat, pas sous-traitance, parce que ça nous a permis d'avoir des connaissances, ça nous a permis d'avoir des ingénieurs de notre entreprise qui vont d'avoir des formations pour nos ingénieurs chaque année. Ça nous a permis aussi de calquer un petit peu le processus de production des grosses entreprises sur les produits. Voilà. Tout à fait standard international. Je voudrais rebondir sur l'aspect certification, justement. Nous avons beaucoup d'entreprises certifiées aujourd'hui qui ont le passeport, mais qui continuent à fabriquer des produits médiocres. Moi, je me pose la question. Pourquoi? Parce que dans leur tête, la certification, c'est une destination. Il est arrivé, alors que les choses évoluent, les standards changent. Donc, la certification, c'est une direction. Elle change, c'est une direction. Ce n'est pas une destination. C'est pour ça que l'entreprise doit évoluer continuellement. Tout à fait. Si vous prenez le principe de l'assertif, ce n'est pas d'avoir un certificat. Je me souviens, dans un temps, avoir certificat pour accéder à un marché. Ça date un peu de 10 ans. Des obligations pour l'exploiter parfois, oui. Mais aujourd'hui, certifier, pourquoi se certifier? C'est de se mettre à niveau par rapport aux
standard international. Parce qu'aujourd'hui, si on s'inscrit dans une vision de long terme pour les PME, PMI, donc, on s'investit dans le marché local, mais en perspective d'exporter ailleurs. Donc, c'est ça la vision, une vision globale. Parlons de la standardisation. Je peux vous dire un truc qui est très intéressant. On s'est inscrit dans une démarche. Le premier temps, c'était une démarche de certification ISO. Et donc, on a mis à niveau le labo et nos installations, ce qui nous a permis de se mettre à niveau, mais également de se corriger sur certains procédés. Et aujourd'hui, par exemple, on va se lancer sur l'ISO 9001, la version 2015, qui accorde un chapitre entier à la sous-traitance. Et là, je reviens au concept de sous-traitance, parce que c'est l'entreprise qui délègue une partie de ses prestations à un sous-traitant, et qui veut dire sous sa responsabilité. Donc l'entreprise a la responsabilité d'accompagner le sous-traitant. Et à partir de ce moment-là, je rebondis une dernière idée dans ce sens-là. Donc elle est appelée à mettre à niveau les compétences de ses sous-traitants au même niveau de ses compétences internes. D'où la différence. Monsieur Temmi, vous travaillez avec beaucoup de... Oui, allez-y, allez-y. Oui, je rejoins un peu ce que dit Madame. Effectivement, la ressource humaine est très importante dans ce volet-là. Au niveau de ce volet, quand il s'agit de mise à niveau, de certification et quand on veut travailler suivant des normes. D'abord, on a, tout à l'heure, je disais, il y a des entreprises qui disposent effectivement d'un cahier de charge, étant preneur d'ordre pour fabriquer de la pièce technique, mais d'autres ne disposent pas de cahier de charge ni de dessin. Bon, nous, à notre niveau, on peut travailler sur la base d'un échantillon, on fait la projection du dessin au niveau de la pièce pour ouvrir un dossier technique. J'arrive maintenant, nous, au niveau de la sous-traitance, on touche pratiquement tous les secteurs. Bon, le secteur de l'industrie, qui pratiquement, on a travaillé pendant une quinzaine d'années avec SNVI, où on a pratiquement une quarantaine de pièces qu'on a intégrées. Je tiens à dire effectivement que c'est une entreprise qui a tout le temps favorisé le produit national. C'est très important à le dire. Bon, on travaille avec l'entreprise des tracteurs de Constantine, Sirta, qui en machines agricoles. On a travaillé avec SNTF de Sidi Bel Abbès et Constantine. Là, on est en contact avec Anaba, la SNTF. On vient d'intégrer le secteur pétrolier. Dieu seul sait, on a eu du mal à intégrer ce secteur qui est un secteur fermé, très fermé, pour l'opérateur algérien, je le dis. Et quand on demande ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'on court derrière ce secteur. Ben, grâce à Dieu, la crise a fait que maintenant, il commence un peu à entrevoir... À se tourner vers vous. Voilà, à se tourner vers l'opérateur algérien et qui, je vous dirais en plus, c'est quand une entreprise algérienne commande à l'extérieur. D'abord, il faudrait que le fournisseur reçoive son crédit documentaire pour entamer une fabrication. Vous voyez? Alors, à partir de là, c'est le délai de fabrication. Par contre, chez nous, quand on se rapproche d'une entreprise, que ça soit privée ou publique, il vous demande d'abord de lui donner un échantillon. Mais pour faire un échantillon, il y a des frais qu'on engage. Il y a des outillages qui coûtent de l'argent. Par contre, on leur explique, on vous fait une proposition sur la base de votre cahier de charge. Si le prix vous agrée, on vous fait, vous confirmez, on vous fait un produit à l'homologuer et puis on passe à la fabrication. Voilà, d'une manière générale, un peu le... Vous avez mis le doigt sur un sujet très important, c'est celui de la crise. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la crise économique et financière a obligé un peu les grands groupes publics de l'État à se tourner vers des entreprises et des PME algériennes pour la sous-traitance et ne plus le faire avec des étrangers? Moi, je crois que oui. Hein. Oui, en tous les cas, vous êtes un exemple de cela. Je suis vous êtes un exemple de cela en parlant du domaine pétrolier qui était fermé aux entreprises algériennes. Monsieur Saï, est-ce que vous confirmez cela? Oui, je confirme, parce que la sous-traitance, il faut l'avoir aussi dans les grands groupes, dans tous les secteurs, dans les énergies renouvelables, dans l'industrie, dans le bâtiment, dans l'hydraulique. Aujourd'hui, on parle de la sous-traitance dans la mécanique. C'est vrai qu'on a développé le segment de la mécanique, mais la sous-traitance, elle est dans tous les secteurs. Tout à fait. Les grands secteurs pourvoyeurs de sous-traitance. Mais la réalité économique, je suppose, a boosté, à aller dans le sens de renforcer cette sous-traitance en accompagnement les PME, PMI. Il y a en Algérie, il ne faut pas l'oublier, des mesures incitatives. Je peux citer à hauteur de 25% de préférence pour les entreprises publiques. Donc c'est déjà
mais c'est déjà... ça ne s'appliquait pas, madame. C'est une disposition du Code des marchés publics. Tout à fait, c'est déjà ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, de par l'ouverture du monde, l'ouverture économique, on est appelé à se mettre à niveau pour aller de l'avant. Pourquoi ça ne s'applique pas, M. Tamim? Parce que c'est par expérience. Je vous dirais, je reviens au secteur pétrolier. Quand vous voyez qu'il y a pratiquement plus de 3,5 milliards de dollars d'importation de pièces. Chaque année, oui. Chaque année. Et Dieu seul sait que c'est des pièces qui peuvent être faites par des opérateurs nationaux, que ce soit dans le domaine du caoutchouc, de la plasturgie, de la mécanique de précision. On a des ateliers de fabrication de pièces mécaniques d'un niveau très élevé, monsieur. C'est du numérique, et c'est des gens qui maîtrisent très bien leur travail. Mais bon, la crise a fait qu'effectivement, maintenant, ils commencent à se rapprocher auprès des opérateurs. Mais auparavant, effectivement, ce que vous dites, madame, les 25%, sur le papier, ça existe, mais réellement, elles n'étaient pas appliquées. Monsieur Saïd, tout à l'heure, vous avez parlé de crise. Je voudrais rebondir. Justement, il s'agit donc, à travers l'organisation de ce SANIST, de traduire d'une manière concrète les orientations des hautes autorités de l'État, des pouvoirs publics, visant donc la promotion, le développement et la protection de la production nationale. Voilà un peu le contexte dans lequel on organise. Préférence nationale, oui, allez-y. Oui, moi je voulais juste parler par rapport à la crise. Bon, peut-être que c'est une bonne chose parce que, oui, parce que les entreprises... À chaque chose sont beaucoup. Voilà, oui, bien sûr, une opportunité parce qui que se finalement, présente. c'est des opportunités qui s'ouvrent à nous. Tout à fait. Et d'ailleurs, chez nous, à Bomar, on a constaté cela par rapport par exemple, à Alstom Cital, qui s'est tourné vers nous à travers des audits et tout pour nous qualifier pour justement fabriquer leurs cartes mères pour les tramways. Donc, c'est une bonne chose. Et challenger également, challenger Oui, les entreprises et relever les challenges. Moi, je souhaiterais rebondir sur le rôle des entreprises. Il n'y a pas uniquement le rôle de sous-traitants, il y a également le rôle des entreprises. Si on veut se lancer dans une économie solidaire d'une manière globale, parce qu'on est face à une économie solidaire, c'est l'objectif que nous visons, il faudrait qu'il y ait des démarches structurées à l'intérieur des entreprises en termes de visibilité sur le marché. Le monsieur, et je suis tout à fait d'accord avec lui de dire qu'il y a des entreprises qui font de belles choses, qui font des choses de pointe, de haute technologie, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On ne les connaît pas. On ne les connaît pas, ces entreprises. Il n'y a pas une vulgarisation. Justement, ce salon viendrait donc répondre. Justement, on était face, on a fait une démarche structurée dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise qui rejoint la norme, la reconnaissance sociétale ISO 26000. Et qui prend en charge 3 volets, économique, sociétal et environnemental. Sur le volet économique, on s'est lancé sur l'identification des produits. C'était facile de les identifier. On les a identifiés, on a un besoin, la partie sous-traitance industrielle, ça nous coûte cher, donc pour réduire, il faut les identifier. Pas de problème. Quand on était face au sourcing, de la connaissance du marché, on ne savait pas. Je ne sais pas s'il y a un problème d'information et de vulgarisation qu'il faudrait faire. C'est bien le salon, mais aller au-delà de ce salon, créer des rendez-vous, créer des plateformes partagées, parce qu'aujourd'hui on parle de plateformes et nous permettre d'interagir. Un autre exemple. La capacité de production d'une PME. Est-ce que j'ai, en tant qu'entreprise, l'information relative de sa capacité de production? Elle peut aller jusqu'à combien? Donc, toutes ces informations, il faudrait les rassembler quelque part, les collecter et les mettre en réseau pour nous permettre d'accéder à une base de données. Effectivement. Oui, monsieur Saïd, rapidement. CEAL, donc à travers ce salon déjà, on peut voir déjà CEAL qui va, à l'occasion de la 4e édition, ils vont signer une convention de partenariat avec 3 entreprises nationales, Poval, Alieco et... Je peux vous inciter, vous avez Alfel pour la fourniture de bouche à clé et tampons de regard en fonte ductile. La fonte ductile, elle était importée, on va économiser 30% de la facture. Vous avez également Alieco qui est très expert en maintenance préventive et les ponts roulants, donc on va économiser 20%. Et puis vous avez Poval pour le diagnostic et la réhabilitation et la maintenance des colonnes montantes, forage et formation. Mais avant cela, en 2014, pour vous dire qu'il y a de l'espoir et qu'il suffit d'avoir la volonté nécessaire et également booster les choses, on a co-développé un coffret compteur 2 avec la société VAM. Donc l'expérience était assez intéressante parce qu'ils sont venus avec un produit qui ne répondait pas aux normes.
grâce à ce dialogue constructif avec ce sous-traitant, on a pu arriver et là, il décroche et tous les compteurs sont 100% algériens. Les techniques de push-fast également. Justement, vous parlez de VAM, mais juste pour vous dire, les coffrets compteurs fabriqués par VAM Oui. étaient fabriqués par Bomar Company. Eh bien voilà, je découvre quelque chose. Quand on parle aujourd'hui de sous-traitance, en Algérie, on pense automatiquement au secteur automobile, avec plusieurs entreprises qui sont en train d'ouvrir. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est l'avenir de la sous-traitance ou que c'est la plus grande partie de la sous-traitance en Algérie, le domaine automobile? Il y a une partie. Une partie. Une partie Parce uniquement. que c'est vrai, on a tendance à se focaliser sur le secteur automobile. Effectivement, il y a une multitude de pièces qui rentrent. Mais il ne faudrait pas qu'on néglige, tous les secteurs ont besoin de sous-traitants. Dans l'agriculture, il y a de la sous-traitance à Tout faire. à fait. Parce que dans l'agroalimentaire, il y a de la sous-traitance à faire. Et là, je prends notre cas, on intervient sur pas mal de secteurs, dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, dans l'hydraulique, entre autres avec madame, effectivement. D'ailleurs, en parlant d'échantillons, on a donné un joint pour les regards. Justement, Oui, la jointerie, c'est parmi les produits identifiés. on a donné pour les La regards, sous-traitance, justement. Vous voyez, c'est La une sous-traitance, forme de elle est partout, sous-traitance. même dans le catering, en fait, la Absolument, sous-traitance. oui. Voilà, je prends pour le véhicule d'une manière générale, quand il y a eu la projection avec Renault, sur le séminaire qu'ils ont organisé, sur le véhicule, pour ce qui concerne la partie caoutchouc, il y a 6%. Vous voyez, ça ne représente pas grand-chose. Est-ce que ces 6% sont de produits algériens? Non, pour le moment, il n'y a rien. On n'a rien vu sur le... Je vous dirais, est-il normal encore d'importer des tapis de voiture? Ce n'est pas à notre portée. Or, qu'on a fait de pièces, je reviens à la SNV, on a fait de la pièce caoutchouc de première monte pour les véhicules SNV. Et Dieu seul sait, pour pouvoir être homologué à SNV, ils ont une procédure très stricte. Ils ont 9 structures. La pièce passe par 9 structures. La SNV, Et on importe encore la sangle d'échappement. D'abord, il faudrait effectivement qu'il y ait un barrage, parce qu'il y a énormément de pièces qui sont importées pour le véhicule, et c'est pour cette raison qu'il y a des carnats sur nos routes. Il n'y a même pas un contrôle rigoureux au niveau de cette pièce. On a communiqué effectivement à la tutelle les différents tarifs douaniers, les différentes pièces qui peuvent être effectivement supprimées. Mais là, on voit toujours que le marché est toujours inondé avec de la pièce contrefaite. Donc personne ne vous a contacté, ni à Renault, ni à Peugeot, ni à Volkswagen qui va s'installer bientôt? On a eu Fiat pour le véhicule. On a participé à un séminaire organisé à l'Horacie où il y a eu une exposition de pièces dans le cadre de l'intégration, effectivement. Renault a pris effectivement comme référence les sous-traitants d'SNV, qui a quand même un répertoire assez riche en sous-traitance. SNV, je reviens toujours à cette entreprise que je salue, que je félicite pour effectivement cette volonté de vouloir travailler avec les entreprises algériennes. Comment expliquez-vous aujourd'hui, M. Saï, par exemple, qu'un grand groupe comme Renault, comme d'autres concessionnaires qui vont bientôt s'installer, ne font pas encore appel à assez de sous-traitants algériens? on vient de commencer, donc on ne devrait pas commencer avec eux, non? Moi, je pense que crescendo, on va arriver à... Parce que le marché, on ne connaît pas le marché de la sous-traitance. À travers l'organisation de ce service, on donne l'opportunité donc, aux donneurs d'ordre de se rencontrer, de se connaître. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais les donneurs d'ordre ne connaissent pas. On vient de le souligner, monsieur Temim. Donc, à travers ce salon, on va découvrir beaucoup de choses. Tout le potentiel. Je complète un peu. Vous savez, quand je reprends toujours sur notre secteur, ils n'ont rien de plus que nous. C'est les mêmes équipements qu'ils utilisent en Europe qu'on utilise ici. C'est la même préparation. On a des ingénieurs qui s'occupent de la préparation de ces formulations en fonction des applications. Moi, j'ai eu cette opportunité de participer à un salon mondial de la sous-traitance à Paris, au Midest, où on a exposé sur le pavillon algérien. Et ben, je vous dirais que les visiteurs qu'on a eus, ils étaient surpris de voir cette belle pièce technique qu'on fait, hein, sincèrement. Et par contre, l'absence de la consolidation. Il y a beaucoup d'expériences. Le monsieur citait des expériences, mais j'ai l'impression qu'il faudrait rassembler toutes ces expériences et les consolider et faire un bilan d'étape. Qu'est-ce qu'il marche? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Et on va vers quoi?
C'est vrai. Vous savez, aujourd'hui, on développe des clusters. On mentionne des clusters. La notion de cluster, c'est des entreprises qui innovent, qui ont des idées innovantes, qui se regroupent, qui travaillent ensemble. Le cluster qui est développé, qui prend bien le chemin, c'est le cluster de la mécanique de précision. D'ailleurs, il y a une entreprise à Djidjel qui travaille, qui se traite avec Airbus. Oui. Ça démontre que nous avons des capacités. modèles, Mais monsieur Saïl, ce truc de cluster, d'abord, c'est une culture. Oui. Nous, effectivement, on est encore au stade embryonnaire pour ce type de cluster. Je prends d'abord l'Algérien, quand vous s'agit de cluster, c'est rassembler pour acheter à moindre coût les matières. Chose qui ne pourra jamais se faire entre opérateurs algériens. On se réunit comme ici, nous ici, eh ben, on va désigner une personne pour lui dire achète pour le compte de ces 5 Il faut sociétés. inculquer cette culture, Eh justement. oui, mais c'est On pas ira pour facile. la facile. C'est un problème de tempérament. Mentalité. C'est de mentalité. Oui, moi je dirais, pour l'industrie automobile, nous avons été visités par Renault, mais c'était pour l'injection plastique. Donc, pour la partie électronique, c'est pas encore, on ne va pas encore la fabriquer ici en Algérie. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas, parce qu'on a les capacités. C'est vous qui les avez contactés ou c'est C'est eux qui nous ont contactés, Et après? mais c'était juste pour la partie injection plastique. Je vais vous donner un exemple, juste pour vous donner une idée par rapport à LG. LG, la société mère, a 4 sous-traitants pour la partie carte mère. On fait partie des 4 au niveau mondial. Donc, pourquoi ne pas fabriquer les pièces ou les cartes électroniques qui sont intégrées dans les véhicules Renault, Peugeot ou autres, ici en Algérie? Il y a toujours une réticence. Il y a toujours une réticence par rapport à ça. Internationale Oui. à travailler Donc, c'est une avec question de les locaux. culture. Pour quelles raisons? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Il n'y a pas cette confiance aujourd'hui? Non, mais je crois que le problème, ce n'est pas la confiance. Ça veut dire qu'il fallait exiger dès le départ, d'abord, moi, je prends par exemple le cas de Renault au Maroc, il a ramené ses sous-traitants étrangers qui se sont installés. Bon, chose que nous, Mais le taux effectivement, d'intégration on n'a pas Au accepté. Maroc, il est à peu près de 28%. Le taux d'intégration au Maroc est important, Il est 28%. important. Il est à peu près de 28% au Maroc. 28%. Mais ils ont ramené leurs sous-traitants. Mhm. Avec eux, ils les ont installés là-bas sur leur plateforme. Bon, chose que nous, on a refusé compte tenu du potentiel qu'il y a. On peut commencer effectivement à un stade très minime et puis avancer. Mais malheureusement, ça n'avance pas du tout. Donc il faudrait valoriser Est-ce également. que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans ce sens? C'est-à-dire inciter, voire obliger, vous parlez de préférence nationale, Oui. Monsieur Saï. C'est Est-ce que c'est C'est une des question? facilitations qu'on accorde C'est aux une opérateurs question que je nationaux. pose, ce n'est pas un avis personnel. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas inciter les entreprises qui viennent investir en Algérie, notamment étrangères, à travailler avec des sous-traitants algériens? Parce que ce n'est pas le cas apparemment. Le rôle des pouvoirs publics, c'est d'accompagner, de moderniser ces entreprises, d'accorder des facilitations pour qu'elles avancent. Pour qu'elles, s'imprègnent Raison dans de la- plus, on leur accorde des facilitations, Oui. mais dans tout ça, ils ne font pas intégrer l'opérateur algérien aussi, M. Saï. Hein. Oui. Ça veut dire Donc, c'est- il y a de très grosses difficultés. Hein. Moi, je parle en connaissance de cause. Hein. Je vous dis, est-il normal? Je reviens au tapis de voiture. Quelle technicité qu'il y a? Il n'y a pas que le Il n'y a tapis. pas. Il y a pas Non, que il le y a- tapis. entre Ouais. autres, je vous dis, c'est des tapis qui sont importés. Mais Puisqu'on est-ce voit qu'il y, sur la est-ce qu'il y a en publicité. Algérie des fabricants de tapis de sol de véhicules? Mais bien Ah, sûr. Ouais. Mais bien sûr, effectivement, il y a des opérateurs qui sont en mesure de faire ça. Il y a aucune, c'est pas une pièce technique. Mhm. C'est pas une pièce qui va en premièrement dans le moteur. C'est un tapis. D'où Un accessoire. C'est tout. C'est D'où un la, accessoire. d'où la nécessité d'identifier les produits auxquels on peut les faire en Algérie. Très bien. Et Justement, donc, c'est ça, excusez-moi, le plaisir. les produits à faire en Algérie, avoir de visibilité et valoriser les petites expériences. Moi, maintenant, si vous me dites quels sont les produits que vous avez identifiés, je peux vous le dire à l'échelle entreprise. Voilà les produits et voilà ce qu'ils m'ont permis comme économie. Donc, il y a une démarche structurée. Donc, faut-il encore se lancer dans une démarche structurée qui permettrait de changer d'abord les mentalités, changer la relation entre l'entreprise et le sous-traitant.
Aujourd'hui, le sous-traitant vient, je veux produire, je veux faire un produit, mais je ne me mets pas à niveau, etc. Certains d'eux, ils veulent décrocher une part de marché, un chiffre d'affaires. Donc, il faudrait qu'ils changent cet état d'esprit. Il faudrait que l'entreprise s'inscrive dans la recherche et développement. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on parle des métiers comme l'automobile ou autre, mais il y a de véritables métiers naissants qui viennent se greffer sur les métiers classiques dans le domaine technologique, dans le domaine de l'information, dans le domaine de gestion des bases de données et partage et qui ne coûtent pas cher et qui permettraient de maîtriser les coûts. Si on maîtrise les coûts, on maîtrise la facture et on peut se lancer en avant. Vous participez à ce salon, Oui. Beaumar Compagnie. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de faire parler un peu vos exigences et vos réticences Bien quand vous sûr. voyez que des opérateurs n'acceptent pas de travailler avec des Algériens? Bien sûr, c'est le but de notre participation. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'obliger les entreprises à travailler avec des opérateurs algériens. On ne peut pas les obliger, c'est clair, mais on peut faire autre chose. Je vais vous donner des exemples. Il y a certains produits qui sont importés et d'autres produits fabriqués ici en Algérie et auxquels le fabricant et l'importateur payent les mêmes taxes de douane. Ça, c'est pas normal. Le chiffre donné par M. Aksous, qui est le président du réseau des bourses de sous-traitance et de partenariat, un chiffre donné lors de sa conférence de lundi au Forum Al-Moudjahed, il a dit que le nombre total des entreprises algériennes activant dans la sous-traitance industrielle ne dépassait pas les 900 entreprises, soit 10% des entreprises. 9 000. C'est écrit 900 sous mes yeux, Oui, soit oui. 10% des entreprises du tissu industriel. C'est très 900 peu. 000. Très 9 000 peu. sur 900 000. Ça reste donc le chiffre de 10% est le bon. 10%. Oui, oui, C'est très 10%, peu. c'est peu. Oui, Très, 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 très peu. pauvre. Parce que si on le compare à nos voisins, au Maroc, il est de 28% et en Tunisie, il est à peu près de 20%. Donc chez nous, il est de 10%. Mais je peux vous expliquer le pourquoi des choses, justement, que certaines PMI, PME ne vont pas vers ce secteur d'activité. Effectivement, tout à l'heure, M. Industrie. Saï a parlé effectivement de cette facilité de faire un produit de bataille. Je vous dirais, à un moment donné, l'opérateur algérien était autorisé à importer des chaînes d'occasion rénovées, des équipements. Bon, ça fait 4 ou 5 ans, au niveau de la tutelle du ministère de l'Industrie, effectivement, ils ont arrêté cette procédure de manière à pouvoir dire qu'il faudrait à l'avenir importer des chaînes carrément de moins de 3 ans. Et je ne vous dis pas le dossier qu'il faudrait faire. Ça veut dire que c'est pratiquement un dossier qui est lourd. C'est ça qui est pratiquement un peu pénaliser les gens aussi, hein, je vous dirais. Hein. Parce qu'on peut importer un équipement. J'ai eu déjà importé, jusqu'à maintenant on travaille avec, un équipement dans le cadre de la loi, l'ancienne loi, rénové. Actuellement, il est toujours fonctionnel. Acheter un équipement neuf, c'est pas facile, d'autant plus les équipements numériques. On est sur un projet pour acheter un équipement entièrement numérisé pour la jointure, justement, qui coûte pratiquement 18 millions de dinars. Vous voyez, pour une petite PME comme ça, et en plus de ça, compte tenu de la contrainte d'électricité qu'on a, c'est pas facile d'investir et puis d'attendre effectivement d'avoir l'électricité. Hein. Une question à vous, M. Temim, et à M. Zerilet à la fois. Est-ce que vous avez été contacté par l'entreprise Darcout? Plus? Non, pas du Non. tout. Non. Comment vous réagissez à la polémique actuelle sur les véhicules qu'on dit importés, sous emballage, qui ne seraient pas assemblés? Ce sont des accusations qui sont sorties dans la presse. Ah ben moi, hier, effectivement, c'est ce que j'ai lu sur la presse hier, là. On attend de voir les résultats. Commission d'enquête Non, envoyée on et désignée attend de par voir le Premier ministre la Abdel Malek Sellel. Je vous dis, par exemple, un projet pareil. Oui. Mais tout au moment où on doit lancer ce projet, on doit faire une prospection pour les opérateurs algériens et effectivement les recenser et les cibler. La logique des choses, monsieur, ça doit être ça. Et c'est à partir de là qu'il y a un cahier de charge qui est donné à l'opérateur pour voir la faisabilité de la chose. Par contre, là, on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. C'est une fois qu'on installe les choses, au bout de 4 ans ou 5 ans, qu'on essaye de sous-traiter. Non, c'est pas comme ça La que ça polémique fonctionne. Darcout, M. Saï, est-ce que c'est vrai? Je Est-ce crois que que c'est faux? polémique Darcout, il y a un cahier de charge. Je ne sais pas si l'opérateur a respecté le cahier de charge. Il y a un cahier de charge qui définit clairement les obligations
auquel ils devaient se conformer. Moi, je ne sais pas maintenant si c'est conformé au cahier des charges. Est-ce que c'est possible qu'un truc comme ça arrive en Algérie, c'est-à-dire une entreprise d'assemblage de véhicules qui finalement les importe? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut arriver? Quand vous faites du montage, vous bénéficiez d'un dispositif SKD pour faire le montage, donc en semi démonté. Et là, vous devez répondre à un cahier des charges. C'est tout. Donc on verra les résultats là. Donc sincèrement, l'identification des produits, c'est un axe stratégique de taille. Pourquoi attendre les autres? Il faudrait que les entreprises commencent par soi. Parce qu'on a un tissu industriel, les entreprises publiques et les entreprises d'une manière générale, d'identifier qu'est-ce qu'elles cherchent et quels sont les produits qui lui coûtent cher. Si elle ne fait pas cet exercice, elle ne pourra pas se lancer dans l'encouragement du produit national. Et puis, voir avec ensuite le sous-traitant en deuxième plan, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il n'a pas pour faire. Ensuite, la troisième étape, c'est l'accompagnement. Parce que l'accompagnement par la formation. Je peux vous citer l'expérience que nous avions eue avec les micro-entreprises. Dans le cadre de l'ONSEJ. Nous avons travaillé avec 46 micro-entreprises. Ils ont capitalisé un chiffre d'affaires de 63,3% sur 17 activités d'entreprise. Ces entreprises, à partir du moment où ils vont payer, on les a accompagnés par la formation, à partir du moment où ils vont payer leur dette, ils vont rejoindre le marché autant que PME, PMI. Il faudrait qu'il y ait ce rapprochement entre des autorités pour pouvoir voir comment les canaliser pour qu'ils soient productifs sur la sous-traitance industrielle, pourquoi pas. Alors, ce salon national de la sous-traitance commence ce lundi, se termine ce jeudi. Il y a combien d'exposants? Nous sommes à 65 exposants. 65 il y a 60 exposants en tant qu'entreprise donneur d'ordre, et les autres, c'est des institutionnels, donc 5 l'ONSEJ, le FCAR, le ministère. On peut s'attendre à quel résultat de ce salon? Est-ce qu'il peut donner... Si vous permettez, je peux vous donner brièvement un petit bilan des 3 dernières éditions, 2011, 2013 et 2015. Rapidement. Donc le taux de satisfaction des exposants était à peu près de 95% et le taux de satisfaction des visiteurs était à peu près de 90%. Donc, comment il est calculé, ce taux? Il y a une évaluation qui est faite donc, pour voir un peu le taux de satisfaction des uns et des autres et on dégage un taux de satisfaction. Nous, le salon nous a permis d'abord d'enrichir, on a participé, on y va vers la 4e édition. Ça nous a permis d'enrichir la base de données au niveau de la direction d'achat et approvisionnement. On vient à ce salon non pas pour juste voir, mais on vient avec un programme. On va signer en marge 3 protocoles d'accord, donc c'est un signe fort de la volonté de l'entreprise de s'inscrire dans cette démarche. On va présenter la politique d'achat responsable et le plan de charge de l'entreprise à l'horizon 2018. Ça sera une opportunité pour les sous-traitants de les découvrir. Et puis, le dernier point, on va inviter les opérationnels du terrain avec le segment d'acheteurs pour venir conquérir des bonnes idées auprès des autres entreprises à les mettre en pratique. En s'inscrivant dans l'ouverture. Vous faites partie des 95% de satisfaits de ce salon? C'est assez difficile à dire. Non, c'est assez difficile à dire. C'est les chiffres qui le disent, c'est pas moi. Ah oui, c'est une belle expérience. A le droit de faire partie des 5% restants. Justement, c'est une belle expérience. Ce salon de la sous-traitance vient à point nommé, donc répondre à toutes ces préoccupations. Et je vous dirais qu'en marge de ce salon, il va y avoir les B2B. Donc on va on va participer avec beaucoup d'espoir. Non, mais je vous dirais effectivement, moi je fais partie des 5%. Parce qu'à chaque... non, je vous le dis. À chaque participation. Vous n'avez pas participé à... Non, en tant que visiteur. Dans l'inversé. Il est inversé. Vous ne faites même pas partie des 100%. Donc il est inversé. Et on a pris attache effectivement avec des entreprises donneurs d'ordre, avec des prises de notes, avec des envois d'offres. Aucune suite. Si au moins ils répondaient pour nous dire, effectivement, nous accusons réception de votre offre et nous vous informerons dès que... Rien du tout, monsieur. Que votre demande n'a pas suscité l'intérêt auprès de... Non, mais il faut répondre quand même si elle n'est pas... Il faut répondre. Il a exposé, c'est qu'il a ramené des produits à donner pour une sous-traitance, les besoins. Oui, tout à fait. Et chose qui n'a pas été faite. Et donc, il ne faut pas partir à un salon
qui constitue une opportunité de partenariat sans qu'il y ait un programme et une attente particulière. Et moi, je pense, monsieur, c'est qu'il ne faut pas se limiter au salon inversé. C'est une belle initiative. On va la consolider. Il faudrait aller au-delà. Il faudrait s'inscrire dans comme je vous dis, une plateforme de partage de l'information, une connaissance, une valorisation, une vulgarisation de l'information et aussi les fréquences régulières des rencontres. Et vous faites partie des 95%. Je ne peux pas vous le dire parce que je ne sais pas si j'avais répondu, mais je suis satisfaite. Non, mais on est satisfait de cette participation. Le mot de la fin ? Vous savez, ce salon ne va pas régler tous les problèmes du monde. Donc, ce n'est qu'une initiative et nous travaillons ensemble pour qu'on puisse demain régler tous ces problèmes. Je vous dirais, excusez-moi. Le mot de la fin, moi j'invite les opérateurs, les visiteurs notamment, à venir en force. Les visiteurs, c'est des prestataires. Pas le public. Non, pas le public. C'est un salon. Si vous êtes le public et si vous êtes étranger, surtout ne pas y aller. C'est un salon qui est dédié au grand public. Allez à ce salon, M. Saïd va vous attendre. C'est un salon qui est dédié aux visiteurs, exposants, sous-traitants. En tout cas, moi j'y serai puisque. Vous êtes le bienvenu. Non, on a programmé effectivement des séances de B2B. J'espère que cette fois-ci ça va marcher. Ça va marcher. Et je vous ai invité également à venir nous rejoindre également. Et on l'espère tous. Merci à vous d'être venus. Merci Riyad Zerilet, vous êtes conseiller technique du directeur général de Bomar Compagnie. Merci à vous Shafia Habib, vous êtes directrice de la communication de la CEAL. Merci également à Abdelhamid Tamim, vous êtes directeur général de Polycat Caoutchouc. Et à monsieur Rachid Saïd, directeur du développement de l'entreprise Cassi. Vous êtes aussi éditeur de cette revue Mutation, la revue de la Cassi qu'on a vu naître. Merci. Et voilà, et qui parle donc de la place de la sous-traitance dans le tissu industriel national. Le salon commence ce lundi. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce Place au débat numéro spécial sous-traitance. On se retrouve vendredi prochain.